Vous êtes sur le podcast de la Minute d'entreprise avec Andeli Biv Jr. La Minute d'entreprise permet aux entrepreneurs africains de s'informer, de se former et de trouver l'inspiration pour cartonner en affaires. Rejoignez-nous sur notre site laminutedentreprise.com pour écouter tous les épisodes. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, sur La Minute d'entreprise. Pour plus d'informations, nous sommes aussi disponibles par WhatsApp au 00 242 05 584 82 71. La Minute d'entreprise, c'est votre moment de partage. Bienvenue sur La Minute d'entreprise, vous êtes avec Andeli Biv Jr. Aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur de talent, il s'appelle Akin Goy. Bonjour Monsieur Akin, j'espère que je ne vous ai pas rayé le nom. Non, pas du tout, bonjour Junior et merci pour l'opportunité, c'est un plaisir pour moi de pouvoir prendre ce temps avec toi pour échanger sur l'entrepreneuriat. Ouais. Vraiment, moi, ça me fait très plaisir et surtout qu'on est en train de parler entre frères. Moi, je suis congolais, tu es congolais, malheureusement, tu es pas ici, tu es au niveau de l'Europe. Alors, moi, je vais te laisser te faire ta présentation. Je pense qu'il y a personne qui peut aussi bien te présenter que toi-même. Donc, est-ce que tu peux nous faire une présentation, qui tu es, voilà. D'accord, oui, je peux faire ça et de manière concise. Je m'appelle Akin Goy. Je suis un entrepreneur d'origine congolaise. Mm-hmm. Je suis basé en France, ouais. À Paris plus exactement. Je suis spécialisé dans le domaine du branding et du marketing. Super. Alors, Akin, tu es en France depuis longtemps déjà ? Ça, c'est ma 4e année. À savoir que en fait, j'ai grandi en Belgique. Ensuite, j'ai vécu durant 5 années en Angleterre. Mmh. Et par la suite, lorsque j'ai fait tout ce que j'avais à faire en Angleterre, je me suis dirigé vers la France. Mmh. Et maintenant, ça fait 4 ans que j'y suis installé. Waouh, ça veut dire que tu es vraiment un connaisseur de l'Occident. C'est-à-dire que parce que tu as fait quand même 3 pays, hein, et donc tu as pu avoir pas mal d'expérience dans tous ces pays-là. Ça doit forcément te servir au niveau de ce que tu fais. Oui, c'est sûr. En fait, si tu veux, 3 pays, mais avec divers voyages également dus à l'activité. Mm-hmm. C'est vrai que entre 2012 et 2015, j'ai eu à faire en fait un travail triangulaire entre l'Angleterre, la Belgique et le Portugal. Mm-hmm. Donc, effectivement, j'ai par ce moyen eu à connaître, rencontrer, découvrir d'autres réalités concernant ces pays. Waouh. Alors moi, ce que j'aimerais savoir d'emblée, en fait, c'est est-ce que entreprendre a toujours été ta première option ? Entreprendre, je dirais même que c'est inné chez moi. Ça veut dire que j'ai toujours eu ça en moi. Oui. Malheureusement, je n'ai pas toujours suivi le parcours entrepreneurial parce que à un moment donné, j'ai eu à rencontrer ce qu'on appelle ici la conseillère d'orientation, qui m'a orienté vers des métiers beaucoup plus physiques, à savoir la maçonnerie et un peu l'électricité. Mm-hmm. Donc, je me suis tourné vers le monde salarial qui n'est pas du tout mauvais, mais qui n'est pas simplement mon domaine à moi en fait. Hein. D'accord, je vois. Voilà, mais c'est vraiment l'entrepreneuriat que je prône et que j'aime et que j'ai toujours voulu faire. Mais j'ai perdu un peu de temps, je dirais, à cause de cette conseillère. Ah d'accord. Ben ouais, c'est pas toujours facile de laisser son destin à une personne qui pense pouvoir mieux choisir pour soi. Je crois que c'est pas évident du tout. Et je conseillerais pas effectivement à d'autres personnes de pouvoir aller vers la conseillère. Voilà quoi, tout simplement. Ben, je veux dire, statistiquement parlant, c'est pas conseillé parce que la plupart du temps, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais ici, 9 fois sur 10, la conseillère d'orientation va te pousser à faire l'exact contraire de ce que tu as envie de faire. Donc, me concernant, elle s'est basée sur mes qualités physiques
pour pouvoir, on va dire, m'exhorter à créer ma destinée dans un métier physique afin de m'épanouir parce que j'étais assez bien bâti pour mon âge, mais c'est monnaie courante ici. Donc oui, je te rejoins, ce n'est pas conseillé d'écouter la conseillère d'orientation. Clair. Alors, Madame la conseillère, si vous nous écoutez, sachez qu'on vient de vous désaxer. Hein. On n'a pas fait des amis. Ouais. Donc, tu as fait du salariat. Mais comment ça s'est passé? Comment tu as vécu le passage entrepreneurial, donc du salariat à l'entrepreneuriat? Parce que je pense que le salariat, quand même, il y a une certaine forme de stabilité. Voilà quoi, les personnes trouvent qu'il y a de la stabilité dans le salariat. Ça veut dire que on a des fins de mois qui sont plutôt déjà prévues. Et l'entrepreneuriat, c'est pas du tout la même chose. On sait que c'est dur les 2 premières années ou disons même les 3 premières années. Comment tu as vécu ce passage-là? Bon, en fait, c'est extrêmement difficile. Hein. Je pense que ce n'est pas du tout faux. Hein. Dans le salariat, on trouve une forme effectivement de stabilité. Ça veut dire que on a un contrat, que ce soit en CDI ou en CDD long terme, on sait qu'à chaque fin du mois, il y aura la paye qui va tomber. De ce fait, il n'y a pas forcément d'inquiétude à ce niveau-là. Donc, il y a une forme de stabilité. Ceci dit, on est limité. On est stable, mais limité, parce qu'on va être limité en termes de finances. On va être bloqué à une somme bien précise. On va donner de notre temps à une personne et quelquefois même, on va faire un travail par, on va dire, par nécessité, mais pas parce on va travailler dans ce domaine parce qu'on veut payer les factures, on a des responsabilités, etc., etc. Le passage à l'entrepreneuriat n'a pas été très difficile pour moi dans le sens où c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Mais en termes de réalité, en termes de stabilité, on va dire, c'est 2 choses diamétralement opposées. Parce qu'effectivement, les premières années, c'est un peu les montagnes russes. On peut faire rentrer beaucoup d'argent un mois, le mois d'après quasiment 0, trouver quelques clients à gauche et à droite. Donc c'est vraiment très difficile. C'est en tout cas un passage qu'il faut préparer mentalement, parce que c'est mentalement que ça se joue. Une personne qui n'est pas préparée mentalement à entreprendre et qui n'est pas à ces réalités-là, elle va vite abandonner et faire demi-tour. Et je dois avouer que j'ai eu quelquefois l'idée de faire demi-tour. Et tu t'es déjà marié avant d'arriver à ce passage-là du salariat à l'entrepreneuriat? Non, pas du tout. Et je ne le suis pas encore. Je suis avec ma compagne. Mais on n'est pas... Mais vous viviez déjà ensemble? Vous étiez déjà ensemble en ce moment-là? Non, pas du tout. J'étais seul. Ah, d'accord. Eh bien, voilà, les réactions peut-être des parents et tout ça, il n'y avait pas de réaction? Bon, en fait, si tu veux, personne n'était au courant. Parce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'avais effectivement, au début, un petit travail que j'ai quitté, mais j'avais perdu tout ce que j'avais. Donc, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'étais sans domicile fixe. Quoi? Tu comprends? Attends, parce que là, il faut bien que les personnes qui suivent le podcast se rendent compte que tu t'es lancé en entrepreneuriat, tu n'avais pas de domicile fixe. C'est quand même une période dure, ça. C'est pas facile. C'est extrêmement difficile. Je pense que toute personne qui est passée par cette étape pourrait le témoigner facilement. J'ai eu à lancer mes premières activités entrepreneuriales. Je n'avais strictement rien. Donc j'étais à l'époque dans une situation très difficile. Je n'avais pas de logement, je n'avais pas de personnes autour de moi, je n'avais pas de rentrée financière, donc il fallait trouver un moyen pour ici survivre. Je suis bouche bée face à ta situation, quoi. Ça veut dire que c'est pas du tout facile. Mais alors, c'était quoi ton idée d'entreprise? Comment tu t'es lancé dans quoi? Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? D'accord. En fait, la toute première, vu que c'était en fait dans l'optique de pouvoir
gagner de quoi subvenir à mes besoins. J'avais lancé une activité liée dans le coaching de joueurs de football, en tout cas sportifs. Donc, j'ai commencé à coacher quelques joueurs. Au début, il y en avait une dizaine et je prenais une somme, c'était 10 € l'heure. Ouais. Et c'était en Angleterre, ça. Donc, c'est l'équivalent de peut-être 8 pounds et quelques. Ouais. Et par la suite, j'ai commencé à être contacté par des parents qui m'apportaient leurs enfants pour que je les coach. Ensuite, il y a eu Carl Samuels, qui est un agent de football, qui avait des joueurs à Chelsea à l'époque, qui me les a apportés. Wow. Et donc, lui me donnait plus de 10, mais me donnait 40 pounds de l'heure. Ouais. Et petit à petit, j'ai commencé en fait à gagner de quoi pouvoir me mettre sous la dent. Et voilà comment je suis venu vraiment littéralement dans le monde entrepreneurial, parce qu'il fallait survivre. Eh oui, mais moi j'aimerais savoir, ça veut dire que, tu sais, on est là, on est en train de vouloir inspirer, il y a des jeunes, peut-être qui sont pas sans domicile fixe comme tu l'étais, mais il y a des personnes, pas seulement des jeunes, et même des vieux, il y a des personnes qui, en ce moment, se disent qu'ils ne peuvent pas entreprendre parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que entreprendre pour eux, ça commence par le fait d'avoir du capital. Mais là, on est sur un exemple très clair dans lequel tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de domicile fixe en tout cas, c'est sûr que tu dormais quelque part, mais tu n'avais pas de domicile fixe, mais tu t'es lancé dans une activité entrepreneuriale. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu fais, quand tu me parles des clients, tu fais quoi? Tu fais du porte-à-porte? Tu fais quoi? Comment tu fais pour les avoir, ces premiers clients-là? Comment tu fais pour mettre ton expertise de l'avant? Parce que ils te connaissaient pas avant. Pas du tout, non, pas du tout. Du coup, comment tu fais pour faire des ventes à ce niveau-là? En fait, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai en fait, au travers de cette première activité, je me suis fait un bon réseau avec des personnes comme Phil Babb. Si tu regardes sur Google, tu verras que c'est une gloire à Liverpool. C'était un ancien footballeur qui a joué à Liverpool, au Sporting Portugal, l'international irlandais. J'ai travaillé en fait sur le développement de son activité par la suite, donc ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai travaillé avec Michael Mann, qui est l'un des fondateurs de Marks & Spencer. Donc le fait d'avoir travaillé, d'avoir côtoyé ces personnes m'a ouvert des portes et m'a directement crédibilisé. Voilà. Ah ouais, ok. Donc, la manière dont je me suis vendu, c'était très simple parce que je n'avais pas de diplôme. Pas de diplôme, je n'avais rien. J'étais dans la rue et ce que j'ai fait, premièrement, c'est de ne jamais montrer ma faiblesse ou ma condition aux autres. Donc, personne ne pouvait savoir que j'étais SDF. Parce que je prenais le temps de me soigner, je prenais le temps d'avoir une bonne hygiène, stable. Donc, personne n'était au courant. Je me suis battu comme ça pour toujours avoir cette bonne présentation. Et lorsqu'ils m'ont dit qu'est-ce que je pouvais leur apporter, j'ai été très clair, net et précis. Je leur ai dit que vous cherchez les joueurs, moi j'ai les joueurs, je peux vous les ramener. Ouais. Wow. Très simplement, on est tombé sur un accord et on a signé un premier contrat. À l'époque, c'était pas énorme, mais ils me donnaient 500 pounds le mois. Ouais. Et 500 pounds pour moi à l'époque, c'était, j'avais réussi. Donc, non, mais attends, c'est clair. Bon, moi je vais le dire parce que on est quand même en Afrique francophone, mais bon, moi je suis au Congo, mais pour ceux qui utilisent le CFA, 500 pounds, c'est à peu près 500 000 francs ici. C'est à peu près 500 000 francs CFA, je pense. Donc, c'est juste pour qu'ils aient des estimations de la valeur de ce que, un pound, c'est à peu près 1000 francs. En Afrique centrale, dans la zone CFA. Maintenant, pour les autres pays, je ne sais pas trop, j'ai pas toutes les estimations, mais vraiment, c'est déjà magnifique. Donc, pour revenir sur ce que Hakim dit, c'est que quelque part, le réseau peut devenir un capital. Voilà, c'est ça. Je dis que le réseau peut devenir un capital et le réseau peut vous ouvrir des portes inespérées. Il n'y a pas que l'argent. Et ça, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Il n'y a pas que l'argent qui fait l'entrepreneuriat. C'est parfois le bon contact qui peut vous permettre de décoller. Je ne sais pas si Hakim est d'accord avec moi.
je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que très peu de personnes le savent. Beaucoup de personnes ignorent cela. C'est que en affaires, en tout cas, le plus important, c'est le réseau. Ok. C'est le réseau. L'argent, c'est important parce que pour faire tourner une entreprise, il faut de l'argent. On est en affaires pour faire des bénéfices, du profit. Ça, il n'y a vraiment aucun souci avec cela. Mais sans un réseau solide, ça va être extrêmement difficile. C'est pour ça que, et ça c'est une personne qui a bien réussi dans ce domaine qui le dit, Robert Kiyosaki, qui insistait sur cela, disant que le plus important en affaires, c'est le réseau d'affaires. Ouais. Mais souvent, on a du mal, et là, moi, je vais te parler, je suis dans le cas, souvent, on a du mal à se dire, mais comment on le bâtit, mais comment on le maintient aussi? Parce que, quelque part, c'est bien beau de créer des contacts. On crée des contacts, on se rencontre, on se donne des cartes de visite. Mais après, il faut pouvoir maintenir la flamme. La flamme doit rester allumée. Mais comment toi, tu t'y prends, toi, pour pouvoir maintenir cette flamme-là et donc maintenir ton réseau ou peut-être les nouveaux contacts que tu te fais? Tu n'as pas forcément directement une approche business avec eux. Ça veut dire que c'est pas une vente directe. Parfois, tu prends une carte de visite et après, tu te dis, mais comment je fais après pour rester en contact? Et moi, j'aimerais bien savoir comment toi, tu t'y prends, en fait. C'est vrai que c'est très bien dit, le réseau s'entretient. Ouais. Comme on dit, les bonnes relations s'entretiennent. Et une fois que j'ai dans mes contacts une personne qui peut m'apporter de la valeur et à qui je peux également apporter de la valeur pour l'avancement de son projet, oui, je prends toujours le soin, on va dire, de la garder au chaud, si je peux utiliser cette expression-là. Ça veut dire que je regarde également l'évolution de son projet et j'essaye de voir où est-ce que je peux lui créer de la valeur. Et même quelquefois, ça m'arrive souvent de créer du contenu pour mes partenaires ou même des clients sans forcément qu'ils me rémunèrent derrière. Ça veut dire que je sais exactement de quoi il aura besoin dans un mois pour des situations précises. Et ben, je veux lui offrir. D'accord. Un système de cadeau, quoi. Exactement. Je veux lui montrer que je m'intéresse à son projet, que je m'intéresse à elle, que je ne suis pas là que pour l'argent, en fait. Hein. Donc, c'est important que les personnes se sentent valorisées. Et ça, il faut savoir leur montrer quelquefois en créant du contenu sans forcément attendre un retour financier derrière. D'accord. En tout cas, moi, je crois que j'ai pris note. Je l'ai noté direct parce que on en a besoin. Et je suis sûr aussi que la communauté de la Minute d'entreprise est en train de prendre note en ce moment, et au moment où ils sont en train de nous écouter. Alors, moi, j'aimerais déjà, d'emblée, je vois à peu près ce qui s'est passé. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, quelle est ton activité ? D'accord. En fait, très simplement, moi, au cours de mon parcours, j'avais également mis en place une agence de communication, donc Marketing 243. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai laissé une équipe dessus parce que ça fait partie de mon parcours, mais je ne veux pas être confiné à l'agence. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on avait collé mon image à l'agence et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Je veux être libre demain de continuer à créer d'autres entreprises, à mettre en place d'autres activités, parler de ceux qui m'inspirent sans pour autant qu'on me lie à une entreprise quelconque. Aujourd'hui, lié à mon parcours et mon expérience, il y a des structures, des entreprises, des associations et autres qui font appel à moi, que ce soit pour le développement de leurs projets. Récemment, c'est une structure qui a fait appel à moi pour aller mentorer les jeunes qu'elle a au sein de sa structure et partager mon expérience. Donc aujourd'hui, mon activité vraiment consiste à accompagner les entreprises, toute structure en fait à développer son projet et à atteindre leurs objectifs. Et
Je réponds également à des appels pour des conférences ou, comme ici, des appels pour aller former et mentorer d'autres. D'accord, ok. Donc quelque part tu es aussi solopreneur quoi. C'est-à-dire que tu t'occupes, tu as un management sur toi-même et tu offres des services qui sont des services à valeur ajoutée pour tout type d'organisation ou même tout type de profil. C'est bien ça. C'est exactement ça. Ouais. Ok, d'accord. Bon, mais on va aller. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que Akin a derrière la tête ou les. En fait, j'aimerais savoir quelles sont les 3 entreprises que toi tu trouves géniales. Pour pas dire les 3 entrepreneurs. Souvent, on nous accuse de trop revenir sur les entrepreneurs plutôt que sur les entreprises. Mais si chez toi, c'est 3 entrepreneurs ou 3 entreprises, moi, j'aimerais savoir. Mais la seule condition, c'est qu'il faut que ces entreprises-là soient des entreprises africaines. D'accord. Oui, il y a pas de mal avec cela. Mm-hmm. C'est vrai que j'ai mon regard sur l'Afrique, hein, vu que je prépare également mon retour. Et je regarde énormément ce qu'il se fait actuellement. Alors, pour citer que 3, j'ai en tête un entrepreneur qui a mis en place une entreprise qui s'appelle Volaille d'Or au niveau de la Côte d'Ivoire. Ouais. Il s'appelle Benaziz Konaté. Benaziz Konaté, ok, moi je connais pas, maintenant, je te jure, dès que je te lâche là, je vais Google direct, je suis sur son profil. Donc, Volaille d'Or, j'arrive. Voilà, Volaille d'Or, Benaziz Konaté est un jeune entrepreneur que j'aime beaucoup. Il a commencé avec 2 fois rien, l'équivalent de 90 €, 90 € ici. En francs CFA, et aujourd'hui il est à la tête d'une entreprise très valorisante à force avec une croissance exponentielle. Donc il s'en est très bien sorti, il gagne extrêmement bien sa vie, il est jeune, motivé, en tout cas son parcours m'inspire énormément. Oui. Donc le premier que je peux citer c'est lui, c'est Benaziz Konaté. Une vraie source d'inspiration, à mon avis, aussi pour tous les entrepreneurs et en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire. Le deuxième entrepreneur que je peux citer, je dirais que c'est un jeune Congolais dont le nom m'échappe, mais c'est le fondateur d'une tablette faite 100% avec forcément du matériel congolais. Ben, chez nous, on a tout ce qu'il faut. Pour ça, donc voilà, il s'appelle Dieudonné Kayembe. Ah, Dieudonné Kayembe, ok. Voilà. C'est un Congolais qui a créé une tablette qui s'appelle Motema. Ouais, d'accord. Donc, il a reçu un prix également pour être récompensé pour cela il n'y a pas longtemps. Et donc, oui, c'est également son parcours et puis surtout le fait de toucher à tout ce qui est digital, vu que c'est dans notre ère. Je suis content de voir qu'il excelle dans ce domaine et qu'il offre sur le marché un produit de qualité. D'accord. Donc, c'est le deuxième que je peux citer, donc la tablette Motema de Dieudonné Kayembe. Oui. Et le troisième entrepreneur ou chef d'entreprise en tout cas qui m'inspire, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, oui. Mais le troisième peut-être pas connu, oui. J'espère que je cite bien son nom, je veux pas l'écorcher. C'est Madoukou, je pense, Madoukou Cosmas. Si je me trompe pas, Madoukou Cosmas est un Nigérian qui a fait fortune dans la revente des pièces détachées. Ah, ok. D'accord. Voilà, donc ils vendent des pièces détachées, ils vendent des voitures, ils vendent des motos. Il a à peu près 15 entreprises. Et aujourd'hui, il est multi-milliardaire. Hein. Wow. Et c'est un Nigérian. Son parcours m'a beaucoup inspiré parce qu'il a vécu des années extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, on va dire qu'il mène une vie des plus satisfaisantes. D'accord. Alors, on va vers la fin, mais j'aimerais savoir au moins quelles sont les prochaines étapes de ton côté, les prochaines étapes à partir de maintenant. Quelles sont les prochaines étapes pour
pour ton projet entrepreneurial? D'accord. Alors, les prochaines étapes pour moi, c'est véritablement de me tourner vers l'Afrique. Je souhaite absolument rentrer chez moi. Oui, c'est clair. Non, mais on t'attend. Papa Tozo Delao. Parce que Ozo Vandakuna, bon, traduction après. Ozo Vandakuna, ils n'avaient pas une ayote. Zongawa, hein? Mais ma biso, pe ma candidature bien, pour développer ma cambo, hein? C'est ça, oui. La prochaine étape, c'est vraiment rentrer chez moi, rentrer à la maison. Après avoir passé une vingtaine d'années en Europe, on va dire que mes origines me rappellent à rentrer à la source. Donc, on se tourne vers l'Afrique, le marché africain et revenir sur le continent pour créer de la valeur et apporter notre pierre à l'édifice. Oui, c'est sûr. Non, mais nous vous attendons et moi, j'espère que ce que tu es en train de nous dire là au micro, ça va inspirer aussi d'autres personnes, d'autres Africains qui sont à la diaspora, pour leur demander de revenir parce que vous avez énormément à apporter. Et ça, c'est la traduction de ce que je disais en lingala. Vous avez énormément à apporter en matière d'intelligence, en matière d'organisation, en matière même d'état d'esprit, le mindset aussi. Ça veut dire qu'il faudrait que vous arriviez avec ce mindset et couplé à ce que nous avons ici, je pense que nous allons faire des choses merveilleuses et carrément incroyables parce que l'Afrique, c'est l'avenir. Et quand je le dis, c'est pas seulement parce que tel sommet d'ailleurs le dit, non, c'est parce que moi-même en tant qu'Africain, je sais que nous avons besoin des Africains pour pouvoir sortir de là. Voilà. Donc, c'est exactement. Oui. Akid, je pense que j'ai eu une très belle conversation avec toi. J'ai beaucoup appris et j'aimerais que en ta qualité de coach, en ta qualité d'accompagnateur de projets, j'espère qu'on va avoir d'autres épisodes ensemble pour pouvoir parler de plein d'autres sujets parce que c'était un véritable délice de parler avec toi. Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Ok. Alors, c'était Andeli Biv, Junior et Monsieur Akingoy pour la Minute d'entreprise. Nous vous remercions. Merci. Au revoir, Junior. Au revoir. Au revoir.